merci beaucoup. Eh bien, la prison, on ne la souhaite à personne. Alors, la personne, même à son pire ennemi, parce que la prison est capable de vous déformer. Les cas où la prison vous permet de prendre conscience sont des cas rares. Ça sera certainement l'histoire de notre invité qui nous rejoindra dans quelques instants. Et voici donc le thème du jour. Mais 7 ans de prison au camp pénal de Boaké m'ont conduit à la réussite. On est très impatient de connaître l'histoire de Moustapha Kambou qui nous rejoindra dans quelques instants. Mais avant, voici son portrait. Né en 1967 à Dabou d'un père couturier et d'une mère tradipraticienne, il est le deuxième d'une famille de 7 enfants. Faute de moyens financiers, il n'aura pas un cursus scolaire normal. Il arrête l'école en classe de CP2 à l'école Epepelac de Koumassi. Il essaie plus tard d'apprendre quelques petits métiers, mais finira par connaître une vie de délinquance. Marié depuis 2012 et père de 2 enfants, il est aujourd'hui le directeur général de sa propre entreprise familiale d'artisanat dénommée Grenier des Perles et le président de l'AFABSI, Association des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire. Depuis 2017, il est le commissaire général de la SIAB, Semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam, et vice-président du CAVA, centre artisanal de la ville d'Abidjan. Pendant longtemps, faisant l'objet de méfiance, notre invité du jour, Moustapha Kambou, a dû travailler dur pour se faire une place dans la société. Découvrons sa vie, côté pile, côté face, sur le plateau de C'est Midi. Et voilà, Moustapha Kambou fait donc son entrée sur le plateau de C'est Midi. Il mérite plus d'ovations, j'ai l'impression. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Vous êtes invité à vous installer, Monsieur Kambou. Bienvenue sur notre plateau, ça va? Merci, madame. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, tout va bien. Et on est ravis de l'entendre. Alors, vous avez sur ce plateau toute l'équipe de la Carogan. Le doyen, il fait partie aussi de la Carogan. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Le public, les téléspectateurs. Et voilà, mes 7 ans de prison au camp pénal de Boaké m'ont conduit à la réussite. C'est bien votre histoire que nous allons écouter dans quelques instants. Alors, Moustapha Kambou, il faut dire que vous n'avez pas réussi à franchir le cap de la classe de CP2. Tout à fait. À l'âge de 12 ans, vous arrivez à Abidjan et j'ai envie de dire salut la catastrophe. Parce que là, vous basculez tout droit dans la délinquance. Tout à fait. Alors, c'est dans une période où je ne comprenais pas bien ma vie. Les parents n'arrivaient pas vraiment à assurer. Il n'y avait pas vraiment les moyens. Et puis, ils faisaient quoi à l'époque, vos parents? Papa était couturier et maman, elle était praticienne dans le quartier. D'accord. Voilà. Et vous êtes issu d'une famille nombreuse? De 7 enfants, ouais, dont je suis le deuxième. Voilà. Alors, on m'envoie à Trècheville chez la grand-mère. J'ai des oncles qui se débrouillaient bien. Sauf que, bon, vu que je n'ai pas de niveau, il n'y avait pas vraiment de la place pour moi dans leurs différentes activités. C'est alors que je m'accroche aux jeunes du quartier. Je viens d'arriver. Il faut prendre la température. Et puis, je commence à fréquenter ces groupes de jeunes. Il y avait différents groupes de jeunes et finalement, je m'attache à un groupe qu'on appelait dans le temps les pavillons noirs. Et dans les pavillons noirs, c'était essentiellement pour bluffer, frimer avec les copines et tout ça. Et bon, c'est évident qu'il y ait des moments de bagarre. Et voilà, j'étais quelqu'un qui était très influent à ce niveau. J'arrive à prendre le dessus et on me nomme comme chef de groupe. Combien de temps après? Après votre intégration? Même pas un an. Même pas un an? Même pas un an. Ah. Ça s'est vite passé. Alors, vous venez d'où, là? De Dabou. Ah, vous venez de Dabou. De Dabou. Ah, un peu de Dabou, un peu d'Agboville, mais c'est surtout de Dabou. Voilà. Et alors, je reçois le soutien des anciens du groupe qui me disent, bon, ben voilà, dans telle avenue, parce que les avenues étaient découpées par groupe, et chacun voulait montrer qu'il était le plus influent de tous les groupes de Trècheville. Donc, on se déplaçait pour aller défier les autres groupes. Mais il faut dire que très tôt, dans ces différents groupes-là, il y a des personnes qui s'adonnent à des actes de noussia. Donc, moi, je me sentais bien avec ceux qui étaient des noussis, parce que les autres, c'était surtout des élèves. Et puis... Est-ce que noussi rime forcément avec la délinquance? Pas forcément. Pas forcément, pas forcément.
Mais dans cette période, il faut le signaler, la plupart de nous aussi étaient délinquants. Voilà, délinquants ou bagarreurs. Voilà. Donc, je vais plus me sentir à l'aise avec ceux qui n'allaient pas à l'école, parce que ceux qui vont à l'école, on ne les voit pas le plus souvent. Alors, je vais les suivre. Et heureusement d'ailleurs. Voilà. On va au plateau. C'était pour les Djali de Nama. Ça veut dire quoi pour les Djali de Nama, c'était, bon, ben voilà, tu as fermé ta voiture, nous on l'ouvre et puis on essaie de voir tout ce qu'il y a dedans. Et puis on essaie de récupérer le plus souvent les postes radio. Les postes radio. Et puis, bon, ben voilà, enfin, tout ce qui est d'intéressant. Voilà, et puis finalement, on se retrouve sous le Colosse. Le Colosse, c'est sous le pont Félix Houphouët-Boigny. C'est là qu'on se retrouvait le plus souvent pour essayer de faire nos différents plans. Alors, par la suite, je vais tomber dans un groupe de 6 personnes qui, eux, vraiment avaient la maîtrise de la chose. Je vais les suivre en tant qu'apprentis et nous allons aller pour un plan à Trècheville. J'étais déjà connu à Trècheville. Toujours apprenti délinquant, hein? Oui, toujours apprenti. Ils vont me mettre devant pour aller commettre un méfait où la personne chez qui nous sommes entrés, en fait, m'a dévisagé. Elle me connaissait. Parce qu'en tant que bagarreur, déjà, j'avais une certaine renommée au niveau de Trècheville. Mais moi, je ne savais pas. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont me prendre au quartier Apollo. Ils vont envoyer la police, ils vont me prendre. Et puis, je vais aller en prison pour la première fois. Ensuite, pour combien de temps? Pour 4 mois. Pour 4 mois. On avait, en ce moment, la chance, en tant que mineur, de ne pas trop durer en prison. On te donnait la possibilité de suivre des moments de rééducation et tout ça. Est-ce que vos parents étaient informés de ce Ils que étaient vous étiez devenus? Ils étaient informés, mais un peu tard, dans la mesure où, à la maison, à peine si tu as 50 francs, à elle et nous, si tu as 5 000, tu as 10 000. Il faut faire un choix. Tu es à l'aise là-bas. Tu manges spaghetti au kiosque. Tu vas où les vieux pères peuvent aller. Donc voilà, donc moi j'ai choisi cette facilité-là qui me convenait. D'ailleurs, je n'avais jamais eu de problème. Donc, je vais en prison pour la première fois. Mais l'avenir de la prison était déjà tout tracé. Hein? Oui, c'est clair. Parce que voilà, quand on pose ce genre d'acte, on sait comment ça se termine généralement. Bon, quand on commence, on se dit, voilà, Dieu va faire que, bon ben voilà, on va jamais... Même le voleur, le bandit, le délinquant, ça, il s'appuie sur Dieu. Vous pouvez le croire, vous pouvez le croire. Le plus mauvais des bandits va chercher Dieu pour pouvoir l'aider dans à réussir sa mission. Voilà. Commettre ses forfaits. Tout à fait. Et la plupart d'entre nous étant plus ou moins croyants. Voilà. Croyants entre guillemets. En tout cas, merci pour la précision. Oui, Marie-Paul. Vous allez en prison pour la première fois, vous êtes jeune. Est-ce qu'à un moment en prison, vous n'êtes pas dit ce que je suis en train de faire, c'est pas bien, il faut que j'arrête? Non, je n'ai jamais pensé à ça. Au contraire, je me suis fait de nouveaux collègues. En prison. Ah, mais c'est vrai qu'on en rit, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens des jeunes qui deviennent encore plus voyous qu'auparavant quand ils arrivent en prison. Oui, je trouve des jeunes de Trècheville qui étaient avant moi, c'est eux qui vont me dire un peu comment ça fonctionne en prison. Et donc, c'est surtout, à mon avis, les fréquentations. Vous avez un repas par jour, la famille est découragée, à part la vieille qui se débrouille de temps à autre pour quitter loin pour vous apporter de l'assistance. Vous avez des amis qui, eux, maîtrisent la chose, qui peuvent vous donner de quoi à vous débrouiller en prison en attendant. Donc, vous les suivez. Voilà, donc c'est comme ça que je vais me faire un nouveau groupe. Et puis, la plupart d'entre nous, on va se retrouver en ville pour former une nouvelle équipe. Et dans cette dynamique-là, on va essayer maintenant d'explorer un peu la ville d'Abidjan parce que après j'ai compris que la première fois, on m'a arrêté parce que j'ai fait la chose dans le même quartier et je suis resté dans le même quartier. C'est-à-dire que quand tu gâtes quelque part, tu dois aller te faire oublier un peu avant de revenir. Donc, non, ce n'est pas des conseils qu'il est en train de donner. Hein, mais... Non, du tout. Du tout. Je voulais juste sortir cette parenthèse-là pour dire que généralement, vous marchez avec des gens et puis c'est en fonction de leur mentalité que vous êtes orienté. Et donc, c'est elles qui m'apprennent ces choses-là.
Et finalement, je vais me retrouver un peu dans presque tous les commissariats d'Abidjan. J'ai fait presque tout. Et comment vous vous êtes retrouvé au camp pénal de Bouaké? Alors, ça, c'est la 3e fois. Après ce groupe, je me retrouve avec un grand groupe. Un autre grand groupe. Après la 2e prison, je fais une autre équipe. Et là, ça va être la 3e fois où on va maintenant utiliser les moyens forts. Et je vais me retrouver à Koumassi. Quel moyen fort? Les armes à feu. Voilà. Voilà. Je vais me retrouver à Koumassi. Et comme dans la stratégie, il faut... on planifie celui qui va anticiper sur la prochaine attaque. Donc j'étais devant, c'est moi qui devais orienter les choses. Et la première personne chez qui on rentre, on fait la maîtrise et tout ça. Et bon ben voilà, on a un collègue qui lui prend le malin plaisir de se servir dans la garde-robe de celui chez qui nous sommes. Qu'est-ce qu'il y a pris? Il a pris des chemises, des pantalons, des Sebago, des spring coats et je sais pas, top 10 et autres, voilà. Sebago. Donc on va finir et on se retrouve dans notre QG, sauf que dans ce qu'il a pris comme vêtements, on veut se saper. Je me sers aussi dedans. Je me sers dedans et c'est comme ça que je me retrouve nez à nez avec le propriétaire de chemise que j'ai porté. Et c'est comme ça qu'on va m'arrêter. Et c'était où? C'est-à-dire que les gars, ils avaient le courage d'aller attaquer, mais ils n'étaient pas très intelligents, dans le fond. Et c'était où, la rencontre? C'était à Trècheville. Ouais. Dans le même quartier où vous commettez le forfait, là, vous vous habillez dans cette... Non, le forfait, c'était à Koumassi. Koumassi, Trècheville, c'est pas loin, 300 francs. C'était à Koumassi. Et la suite? La suite, on va m'arrêter et je vais aller seul parce que ce n'était pas facile de retrouver mes complices. Je vais aller seul et je serai condamné à 10 ans. 10 ans, je vais au bâtiment C. Au bâtiment C, j'ai 3 ans à passer au bâtiment C. Et après les 3 ans, on m'apporte l'information comme quoi je fais partie de la liste de ceux qui doivent aller. Mais déjà, il faut nous dire les réalités que vous y trouvez. Alors, j'arrive avec le délit que j'ai. Évidemment, tu passes d'abord par les chaînes. J'ai même encore les séquelles parce que dans les chaînes, vous êtes 7 ou 8 dans la cellule, vous vous bagarrez avec les chaînes. C'est une jungle où il faut forcément s'imposer. Là, on se retrouve en quelle année? On se retrouve dans les années 85-86. 85-86. Et donc, je me bats comme je peux. La MACA, c'était encore mieux parce que la plupart de ceux qui sont là, c'est des amis du quartier, c'est des anciens collègues et tout ça, on s'aide un peu. Et donc, voilà, le jour J arrive, les amis me pleurent parce que tout le monde, personne ne voulait aller au camp pénal. Vraiment, on était prêt à tout payer pour rester à Yopougon. Parce que la plupart de ceux qui vont au camp pénal, ils ne revenaient pas. C'était vraiment un lieu qu'aucun vagabond ne voulait goûter en ce moment. Mais bon, n'ayant pas les moyens de faire face, je me suis retrouvé dans le camion avec 48 autres détenus et nous sommes allés. Nous sommes allés et je me retrouve au camp pénal avec des amis que je retrouve là-bas, mais qui eux aussi sont affaiblis parce que au camp pénal, il y a ceux qui viennent de partout, de la Côte d'Ivoire, et parmi les durs, il y a des durs. Et parmi ces durs-là, nous, on est les petits. Donc, c'est compliqué. Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous êtes un dur parce que pour quelqu'un qui a arrêté ses études en classe de CP2, je trouve que vous vous débrouillez très bien. Et il y a un autre truc. Avec notre invité Moustapha Kambou qui nous fait découvrir l'univers carcéral. Eh bien, pour la petite histoire, il a été obligé d'abréger donc ses études en classe de CP2 par faute de moyens. Ses parents vont donc l'emmener à Trècheville, ici à Abidjan, pour apprendre un métier. Et malheureusement, il épouse la voie de la délinquance, la voie de la facilité, cette voie qui va le conduire inéluctablement à la prison. Il est sur ce plateau pour nous donner son témoignage, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, les 3 années passées
Après les 3 années à la MACA, je me retrouve au camp pénal. Et là, c'était vraiment psychologiquement fort. Mais quelle a été la raison? Vous y êtes retrouvé pour quelle raison? À chaque fois que la prison se remplit, on évacue à l'intérieur, dans les prisons intérieures, pour essayer de désengorger. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu la malchance d'être au camp pénal. Alors, moi, je veux savoir, vous passez par toutes ces situations. Naturellement, vous n'êtes pas celui qui avait pris les vêtements du monsieur. Pourquoi ne pas justement dénoncer vos amis? Alors, nous étions 5 et parmi les 5, je crois que j'étais le plus léger. Les autres étaient vraiment engagés. Et je pense que certains d'entre eux avaient certainement des délits de crimes et autres. Il n'était pas avantageux pour moi de les mettre dans mon dossier qui, à mon avis, est plus léger. Je le mets dans mon dossier, il vient avec son délit de meurtre et je me retrouve avec un délit de meurtre. Donc, c'était purement stratégique. Je pense que j'ai fait ce choix-là pour ne pas vraiment me mettre dans cette lourde peine-là. Moi, je crois que sans compter aussi le fait que si vous vous retrouvez tous les deux en prison et que par malchance vous vous retrouvez ailleurs, il y a l'esprit de vengeance aussi qui va faire que... C'est possible, voilà. Surtout qu'ils étaient plus forts que moi. Voilà. Alors, donc, 3 ans après, vous vous retrouvez au camp pénal de Boaké. Voilà. Là-bas, les réalités sont différentes. Très différentes. Je devais, pour essayer d'équilibrer avec le repas quotidien, la ration, essayer de laver des vêtements, laver des assiettes, pour pouvoir au moins espérer le soir avoir quelque chose. Parce que ce qu'on avait comme nourriture, ce n'était pas vraiment consistant. Et donc, la plupart d'entre les détenus mouraient par malnutrition. Quand tu as 2 fois 20 ans, 3 fois 20 ans ou encore 10 ans à passer avec du benzin, c'est pas évident. C'est pas évident de sortir de prison. Alors, c'est arrivé à un certain moment, la demande était plus forte que l'offre. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui voulaient laver les vêtements. Et du coup, tu laves le vêtement de quelqu'un, il te dit, bon, demain, on envoie. Donc, voilà, tu es grillé pour la journée. Et bon, j'étais déjà fatigué de laver des vêtements pour des maigres choses. Alors, dans la cellule où nous étions au nombre de 70. Et il y a un côté qui est fait pour être une mosquée, un côté qui est fait pour être une église. C'est des mosquées de cellules et puis voilà. Après, j'ai commencé à prier et puis finalement, je me suis dit, bon, ben, Dieu, il fait quoi pour moi? Je laisse tomber. Voilà. Est-ce qu'à partir de cet instant-là, il a commencé à naître une prise de conscience? Vous avez dit, je suis fatigué de cette vie-là, oui, il faut franchement, je prenais des décisions. Je prenais des décisions, mais ce n'était pas vraiment ferme. C'était pas vraiment ferme, c'était des vœux que je mettais dans mon cœur. Et c'est dans cette période-là que je vais connaître un Camerounais qui était dans la prison, qui lui était le pasteur de la cellule. Voilà. Il avait du soutien. Et donc, chaque dimanche, normalement, les chrétiens baptistes venaient apporter du soutien aux chrétiens de la communauté, leurs fidèles. Voilà. Et donc, c'était du riz gras avec quelques morceaux de viande qui étaient vraiment dorés, jolis à voir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne voudrait pas goûter ça. Et donc, lui, quelquefois, il me donne la moitié de son repas ou des fois même l'entier. L'entier. C'est ainsi qu'il va pour m'encourager ou bien pour m'aider, me demander d'aller à l'église, ne serait-ce qu'au moins pour avoir une ration. Et donc, c'est comme ça que je vais le suivre à l'église. Et puis, chaque dimanche, au moins, j'étais sûr d'avoir quand même du riz gras pour pouvoir équilibrer. Alors, le changement qui vous conduit donc à la réussite, il intervient comment? Alors, je voudrais, permettez-moi de donner ces petits détails-là. Pendant cette période, à l'église, je vais apprendre à lire et à écrire. C'est comme ça que je vais m'améliorer et puis je vais être baptisé. 2 ans après, une grâce présidentielle intervient. La dernière que le président Félix Houphouët-Boigny avait décrétée parce qu'un an après, il décède, paix à son âme. Et donc, je reçois la grâce et je suis
libéré de prison, mais la plus belle des récompenses que j'ai eues, c'était d'être déjà libéré dans l'esprit. Parce que recevant Jésus-Christ, je deviens une nouvelle créature. Et j'étais convaincu dans mon fort intérieur que le Mustapha qui est entré est resté en prison et que celui qui est libéré est un autre Mustapha. Je sors avec cette volonté de m'engager dans l'œuvre de Dieu. Je commence à l'église timidement. Même à l'église, on n'a pas confiance parce que les tapettes sont trouées, les habits sont froissés et tout ça, tout le monde est en choco. Mais je m'en fous parce que je ne suis pas lié à l'apparence. Voilà, je suis franchement fortement... Là, vous êtes libre. Je suis libre. Oui. Lorsque vous sortez de prison, vos amis avec qui délinquants, on va dire ça comme ça, ils vous recherchent ou pas? Je les évite au maximum. On se croise, je les évite au maximum. Et aussi facilement, ils vous laissent partir? C'est un choix. Et généralement, quand c'est comme ça, ils s'éloignent eux-mêmes. Quand ils savent que vous n'avez plus les mêmes idéologies, la même façon de penser, ils s'éloignent. On a des points de repère. Normalement, si tu te rends pas, il ne va pas forcer. C'est clair. Voilà, donc j'y vais plus. J'avais la maison et l'église comme activité. Après, un grand frère du quartier, parce qu'il faut dire que les gens se méfiaient toujours. J'ai fait trop de repentance, voilà, qui n'ont pas marché. Le grand frère, il accepte de m'apprendre le métier. Et puis, dans le métier, on constate que j'arrive à innover. Tout ce que je fais... Quel métier? L'artisanat. 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 Plus particulièrement? L'artisanat d'art, celui des perles et des parures africaines. Voilà. Tout ce que je fais plaît. Et le patron, il va commencer à vraiment m'aimer et mettre certaines choses à ma disposition. Mais plus tard, je découvre que vraiment le talent est là. Il faut l'exploiter à fond. Je vais donc commencer à travailler pour mon propre compte, commencer à faire les foires et expositions dans la sous-région. Et puis, par la grâce de Dieu, je fais de bons résultats. Le Seigneur me permet de faire de grandes rencontres, de grandes personnalités de ce pays et tout ça. Ça me conduit en Europe. J'y vais plusieurs fois. Et à la maison? Alors, vous étiez musulman au départ à la maison? Oui. Vous êtes devenu chrétien? À la maison, il y a une partie qui croit et puis il y a une partie qui est encore sceptique. Pour deux raisons. Parce que je suis devenu chrétien. Pour certains, ce n'est pas de leur goût. Et puis pour d'autres, j'ai fait plusieurs repentances, donc ils attendent de voir. Voilà. Mais quelques années plus tard, ça va être la confusion. Et puis je pense qu'on va mettre la confiance maintenant. Voilà. Donc, je commence à voyager, je commence à vraiment... j'ai fait des formations, en fait, au Mali, au Ghana et tout ça. Et finalement, je décide de transmettre mon savoir. C'est un peu ce à quoi j'ai travaillé ces 10 dernières années. Former des désœuvrés, ceux qui ne sont pas allés à l'école comme moi. Pour ceux qui connaissent bien Trècheville, connaissent cet endroit-là. On forme des veuves, des orphelins, gratuitement pour leur permettre de... Et là, je veux dire que la vie change radicalement. Ouais. Celui qui se met au départ la terreur est celui-là qui apporte, je dirais maintenant, du réconfort et surtout du travail aux jeunes, de par son savoir. C'était véritablement un talent latent qui sommeillait, j'allais dire, sous le poids de la délinquance. Et aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle créature, comme vous l'avez dit. On en est fiers. Sur ce, nous allons recevoir Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus! La classe. Alors, Paulus. Oui, bonjour. Caroline. La semaine, elle démarre bien ou pas? Tout à fait, surtout quand on a la même couleur et tout ça. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du bleu, je crois. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour vos différents messages sur la page Facebook C'est Midi. En termes de réaction, il faut dire que l'ensemble de nos téléspectateurs, sinon de nos internautes, ont été très séduits. L'ensemble a été très séduit par la manière dont s'exprime notre invité. Voilà, c'est le message qui revient fréquemment. On a ainsi Assa Alex qui dit chapeau et courage à vous.
Et beaucoup de gens pensent que la prison, c'est la fin du monde, alors qu'en réalité, c'est une sorte de camp, de pèlerinage qui nous permet d'apprendre de nos erreurs afin de devenir, comme on le dit, quelqu'un. Voilà. On a ensuite Franck Champy qui dit « Très souvent, certaines personnes à leur sortie de prison sont délaissées par leurs proches, par leur famille. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir pour ces personnes-là et quel est votre message aux différentes familles ?» Merci. Je pense que le Seigneur permet qu'on traverse certains déserts parce que justement, il veut parfaire, il veut rectifier certaines choses que nous avons certainement contractées dans la vie qui ne conviennent pas à notre destinée. Quand quelqu'un il va en prison, le devoir des parents, si on ne peut pas lui apporter financièrement ou matériellement, on peut au moins prier pour cette personne-là. La prison, c'est d'abord dans la tête. Il y en a qui sont en ville, mais qui sont en prison. Il y en a qui sont en prison, mais qui sont plus libres. Qui sont libres. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ouais. Manuela Conan, elle dit « Je suis tellement fier de voir au moins que ce camp pénal que nous voyons tout le temps près de notre campus sert à quelque chose. En tout cas, félicitations à vous qui avez su tirer profit de cette punition. Et on espère que votre témoignage pourra servir à d'autres prisonniers de sorte à pouvoir se réinsérer aisément à leur sortie. Courage à vous pour la suite. Merci beaucoup. Et donc voilà, Caroline, c'était tout. Rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que vos réactions nous intéressent. Merci infiniment, Paulus Agathon. Moustapha Kambou, je rappelle, est directeur général du Grenier des Perles et le président de l'Association des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire. Parcours très, très édifiant. Et voilà, et je suis sûre que vous serez aujourd'hui une grande source de motivation pour tous les prisonniers qui nous regardent. Eh bien, nous ne vous condamnons pas parce qu'il y a même des innocents en prison. Et vous qui, par mégarde ou par malchance, vous vous retrouvez aujourd'hui en prison, ce témoignage est là pour nous dire que ce n'est pas la fin. C'est encore possible. Commencez déjà à trouver la voie pour vous libérer, on va dire, de tout ce qu'il y a comme fardeau et optez donc pour, on va dire, le bien. Merci infiniment pour ce témoignage. Si vous avez un dernier mot en 30 secondes. Alors, je voudrais bénir le nom du Seigneur qui m'a permis de le connaître. Il a créé lui-même les circonstances. La prison est pour moi le lieu où Dieu envoie l'homme pour se refaire une nouvelle vie. Et je demande, comme je l'avais déjà dit, aux parents de surtout fléchir les genoux pour prier pour ceux qui sont en prison, de sorte que de là où ils sont, s'il est musulman, que le Seigneur lui permette de comprendre vraiment le sens de la religion. Et s'il est chrétien, important, très belle conclusion. En tout cas, merci infiniment, Moustapha Kambou.